Le journal de Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va commencer ce journal avec cette bonne nouvelle. Donc en provenance de Bruxelles, on va payer le gaz un peu moins cher à l'avenir. Les Européens se sont mis d'accord sur une feuille de route. L'achat groupé de gaz, pas pour constituer la totalité du stock, mais au moins 15% des réserves. C'est timide, mais c'est un bon début, estime Emmanuel Macron. Notre discussion a permis d'éclairer, créer une véritable convergence, d'avancer sur des mécanismes de corridor des prix pour lutter contre la volatilité des prix du gaz, pour faire des achats communs et donc nous grouper pour faire baisser le prix sur le marché en achetant ensemble de manière très concrète, pour avancer sur ce qu'on appelle la généralisation du mécanisme ibérique qui permet, si les prix du gaz ne devaient pas suffisamment baisser, de faire baisser les prix de l'électricité, comme nous l'avons fait pour l'Espagne et le Portugal. Emmanuel Macron hier soir à Bruxelles, le président français qui affirme avoir clarifié les choses avec le chancelier allemand Olaf Scholz après les petites piques de ces derniers jours. Les deux hommes se sont entretenus une demi-heure en tête-à-tête en marge de ce sommet bruxellois. Ils se reverront mercredi prochain à Paris. Alors c'est un vieux serpent de mer, mais cette fois, c'est promis, l'État va s'attaquer à la fraude sociale. Frauder, c'est voler, ce n'est pas encore un slogan, mais c'est le message que le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, veut faire passer aux fraudeurs. À partir de 2024, un certain nombre de prestations sociales comme le RSA ne seront plus versés sur les comptes bancaires domiciliés en dehors de l'Europe. L'amendement figure dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour Christophe. Est-ce que l'on a une idée, Dimitri, de ce que représente vraiment la fraude sociale en France? Est-ce que l'on a des chiffres? Eh bien, pour retrouver les derniers chiffres en date, il faut revenir 2 ans en arrière où un rapport de la Cour des comptes évaluait à 1 milliard d'euros le montant des préjudices détectés en 2019 auprès des grands organismes sociaux comprenant la sécurité sociale, la CAF ou encore Pôle emploi. Une quantification sûrement sous-estimée puisque la Cour des comptes l'écrit en toutes lettres. Cette fraude serait plutôt comprise entre 6,8 milliards à 8,4 milliards d'euros. Des chiffres à prendre bien sûr avec des pincettes car il est vraiment difficile de quantifier cette fraude quand on sait que du côté de la sécurité sociale, seule la branche famille traque la fraude et que l'assurance maladie ne l'évalue pas du tout. Et si cette annonce de Gabriel Attal, vous le disiez Christophe, ne concerne pas directement les retraites, le ministre s'attaque cependant à l'ASPA, l'ex-minimum vieillesse, où de nombreuses fraudes ont été détectées avec des pensions versées aux retraités à l'étranger. Dimitri Vernet. Alors il est encore question d'argent dans votre rendez-vous des vendredis thématiques sur Europe 1. On se penche ce jour sur la réussite et plus généralement à ce qu'est la richesse. Cet étonnant rapport que les Français entretiennent avec l'argent et la réussite. Pourquoi cette haine anti-riche dans le pays? Alors la question est de savoir à partir d'abord de quel moment on est considéré comme riche. Et c'est la question qui anime souvent les discussions. On trébuche parfois d'ailleurs sur ce seuil. On se souvient qu'en pleine campagne pour la présidentielle de 2007, le futur président François Hollande l'avait fixé à 4 000 €, ce qui avait provoqué pas mal de critiques et de nombreuses réactions. Baptiste Morin, existe-t-il un seuil de richesse? Aucun chiffre officiel n'a été défini, seul l'Observatoire des inégalités s'y est essayé. Il part du niveau de vie médian, 1 836 € par mois. 50% des Français vivent avec moins, 50% avec plus. Et pour l'Observatoire des inégalités, un Français est riche lorsqu'il gagne 2 fois le niveau de vie médian. Une personne seule est donc riche à partir de 3 673 € par mois. Pour un couple sans enfants, c'est 5 511 € par mois. Et pour une famille avec 2 enfants, 7 700 € par mois. Selon cette définition, 4,5 millions de Français sont donc riches, soit 7,1% de la population. Mais la richesse peut aussi être une affaire de patrimoine. L'Observatoire prend alors comme référence le patrimoine médian, 164 000 € environ, et il fixe le seuil de richesse à 3 fois le patrimoine médian, soit 490 000 €. Selon cette définition, 4,5 millions de foyers français sont donc riches, soit 16% des ménages en France, plus d'un ménage sur 10. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Allez, rendez-vous juste après ce journal. Nous serons avec l'historien Frédéric Tristram. On va se pencher sur cette histoire de la haine anti-riche en France. Vous allez voir que ça remonte à loin. 7h05 pour le moment à l'Assemblée nationale. Le débat sur le volet recettes du projet de loi de financement de la sécurité sociale a rapidement tourné court. Elisabeth Borne a dégainé le 49.3 pour la 2e fois en moins de 24 heures. Mais Alexis de la Fontaine, la justification n'est pas la même. Oui, alors que les débats sur le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, commencent à peine, ils sont tués dans l'œuf par la première ministre, mécontente car les députés rejettent immédiatement les articles du gouvernement. Nous ne pouvons pas prendre le risque d'un nouveau rejet
ou d'un texte de nouveau dénaturé. Il est impossible de trouver un compromis avec vous, lance Elisabeth Borne aux oppositions. Dans les faits, les débats auront duré moins d'une journée contre 10 la première fois. Mais ce n'est pas la seule différence. Aucun amendement venu des autres rangs n'est retenu dans le PLFSS. Contrairement à la centaine d'amendements de l'opposition ajoutés par Elisabeth Borne en signe d'ouverture mercredi dernier. Ce changement de stratégie de la part du gouvernement est un point de bascule. Fini les blocages, maintenant on fonce, avoue un élu de la majorité. Preuve que le premier 49.3 reste le plus dur à faire passer. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Il s'exprime pour la première fois depuis la mort de Lola. Ses parents appellent au respect et à la dignité. Ils l'ont fait via un communiqué publié par la mairie de Lillers dans le Pas-de-Calais. C'est là qu'auront lieu les obsèques de Lola lundi. Pas d'écharpe officielle, pas de signe d'appartenance à un parti politique, du calme et de la sérénité, demande-t-il. Ce sera le cas aujourd'hui à Foucreuil où un hommage est prévu sans prise de parole. Rassemblement beaucoup plus politique hier soir à Paris en présence de l'ex-candidat à la présidentielle Éric Zemmour. Reportage Alexandre Chauveau. Au pied du Grand Lion de la place d'Enfer-Rochereau, plusieurs centaines de franciliens rassemblés sous la pluie et une banderole. Élus, vous rendrez des comptes. Au-delà de l'émotion, les participants accusent le gouvernement d'être en partie responsable de la mort de Lola. Mais bien sûr, ils sont incapables de nous protéger. C'est une mission régalienne de l'État de faire appliquer la loi et notamment les obligations à quitter le territoire. Et moi je trouve ça scandaleux qu'il y ait un tel laxisme. Et après c'est des gens comme Lola ou d'autres qui peuvent en pâtir juste parce qu'on ne fait pas appliquer la loi. Éric Zemmour est présent dans la foule et assiste à la minute de silence. Mais le président de Reconquête se fait discret pour ne pas alimenter les procès en récupération. Des accusations que refusent d'endosser les participants pour qui la mort de Lola dépasse le cadre du fait divers. On peut faire le deuil et manifester la colère en même temps. Je vois pas en quoi ça serait contradictoire en fait. Parce que dans le cas du petit Elan ou de George Floyd, il y a eu la récupération instantanée et ça a posé de problème à personne. Et en fait, je pense qu'ils veulent tuer le fait de pouvoir analyser un fait de société et d'en faire une analyse politique pour appliquer des mesures correctives. Le rassemblement a duré 1 heure, au bout de laquelle un groupe de jeunes participants appelle à la démission du ministre de l'Intérieur. Un reportage Alexandre Le Chauveau. Le Rassemblement national avait refusé de s'associer à ce rassemblement. Il a préféré observer 1 minute de silence devant l'Assemblée. Allez, en route pour la Coupe du Monde de rugby. La France l'accueille l'année prochaine. Vous le savez, le président de la fédération est très confiant. Bernard Laporte était l'invité d'Europe 1 Sport hier soir pour le président de la Fédération française de rugby. Tous les voyants sont au vert. Il fait le pari d'un engouement populaire autour de cette Coupe du Monde. Elle se présente bien, puisqu'effectivement, au niveau de la billetterie, je crois que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, puisque dès qu'on met des billets à la vente, en 2-3 heures, on en vend 40 ou 50 000. Donc c'est évident que tout le monde attend pour acheter des billets. Nous en avons 2 600 000 à vendre. Je pense sincèrement que nous ferons carton plein. Tous les stades seront pleins, oui, effectivement. Quoi qu'il arrive. Quand on voit l'engouement. Et puis, il est important de voir aussi, c'est que par rapport à 2007, il y a beaucoup plus de demandes étrangères. On avait vendu, je crois, 700 000 places en 2007. On est pratiquement à 1,2 million de places à l'étranger. Donc ça veut dire encore une fois que la France, ça plaît. Les gens ont envie de venir et découvrir notre culture, pas nécessairement notre rugby, parce qu'ils viennent souvent soutenir leur équipe. Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, invité hier soir de l'émission Europe 1 Sport. Le football, les Parisiennes battues 1-0 par Chelsea hier soir au Parc des Princes, première journée de la Ligue des Champions. La Ligue 1 ce soir, AC Ajaccio, PSG en ouverture de la 12e journée. Match à 21h à suivre en direct dans l'émission Europe 1 Sport. Merci beaucoup Christophe Lamar. La France est riche. Pourquoi tant de haine? C'est le fruit d'une longue histoire. C'est notre vendredi thématique sur Europe 1 toute la journée. Dans un instant, nous sommes avec l'historien Frédéric Tristram. À tout de suite.